Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer mon propos rapidement par reprendre une définition de la pédagogie. Enfin, je vais vous amener en fait un petit peu dans toute ma réflexion autour de comment on passe finalement de ce qu'est la pédagogie à la pédagogie comme un objet de recherche. Et en particulier à travers certains types de recherche, des recherches-actions, des recherches collaboratives, à travers ce que j'ai appelé donc une recherche-action de pédagogie. Donc c'est un peu mon cheminement d'habilitation à l'objet de recherche qui m'a amené à travailler, je dirais, d'un point de vue épistémologique et méthodologique, avec la question comment on peut faire de la recherche sur la pédagogie, de pédagogie, en pédagogie, voilà, c'est de ça dont je vais parler. Alors je vais commencer par... que je ne me trompe pas, est-ce que c'est la bonne... Non, c'est pas... Il n'y a pas... Ah, d'accord. Donc je vais le faire comme ça. Voilà, donc rapidement, même s'il est important quand même de situer, Yves hier a donné des définitions de didactique. Moi, donc, en guise d'introduction, j'aimerais dire quelques mots de ce qu'on peut appeler pédagogie, comment définir la pédagogie. Nous y avons travaillé dans mon laboratoire et on a abouti à la définition suivante en lisant bien sûr un certain nombre d'auteurs, en nous référant à d'autres auteurs. Donc à l'idée que la pédagogie est un champ de recherche et de pratique qui s'intéressait à la situation d'enseignement mais en portant son attention, j'ai mis en gras, sur des relations maître-élève ou entre élèves et sur les aspects organisationnels, matériels, techniques en tant qu'ils participent aux conditions d'apprentissage. On a repris aussi une classification bien connue de Philippe Mérieux qui dit que la pédagogie s'articule autour de trois pôles, un pôle axiologique qui sont les valeurs, on en a beaucoup entendu parler hier, un pôle scientifique, parce que les pédagogies empruntent à des résultats de recherche scientifique, et puis un pôle praxéologique, peut-être le domaine où les pédagogies sont les plus connues, c'est-à-dire les outils, le matériel. Autre élément important aussi à noter, il y a eu beaucoup de discussions dans l'histoire de la pédagogie et des rapports avec les sciences de l'éducation, de discussions sur le fait de savoir est-ce que la pédagogie est une science. Alors, cette discussion a été tranchée, me semble-t-il, et on dit aujourd'hui que la pédagogie n'est pas une science, mais qu'elle s'instruit de la science et qu'elle exerce dans l'action une raison pratique. Donc, on la compare à la médecine, aussi à l'exercice du pouvoir politique. Donc ce n'est pas une science, mais c'est une mise en œuvre, une pratique qui s'instruit de la science. Donc elle se constitue aussi un certain nombre de savoirs, qui sont des savoirs réels, fragiles, mais qui ne sont pas à confondre avec des savoirs savants, des savoirs scientifiques. Là, je fais référence à un article assez lumineux de Michel Fabre, qui s'appelait « Existe-t-il des savoirs pédagogiques ?» Donc, poser cette question de ce qu'est la pédagogie, définir ainsi la pédagogie, ça amène à s'interroger sur les places respectives du pédagogue et du chercheur dans la production des savoirs. Ça a été évidemment ma question. On peut dire que si le pédagogue produit des savoirs pédagogiques, le chercheur, lui, peut conduire des recherches sur la pédagogie. Là, je reprends des propos de Jean Doucet. Donc, la question des conditions d'une collaboration entre chercheurs et praticiens est à interroger dans la perspective effectivement de production de savoir scientifique. Et donc là, il y a une réflexion rigoureuse, une contractualisation explicite aussi à réfléchir pour que les praticiens et les chercheurs, je dirais, s'entendent, collaborent pour produire des savoirs. Bien sûr, il y a des savoirs vers la pratique, vers les savoirs qui retournent aux pratiques, mais il y a aussi, bien sûr, des savoirs scientifiques. Je vais aussi rapidement, parce que ça a été évoqué hier, mais me référer bien sûr à la définition que Marie-Laure Biot propose des pédagogies différentes. Que ici on appelle alternative, mais Marie-Laure a donné une définition qui, pour nous, sert de repère. Des pédagogies différentes renvoient des pratiques mises en œuvre dans des écoles et établissements de tout niveau scolaire, repérées dans le paysage éducatif comme alternatives expérimentales, qui se réfèrent à des courants qu'on peut identifier à travers le grand mouvement d'éducation.
Donc ces pédagogies peuvent être mises en œuvre auprès d'enfants, d'adolescents de tout niveau, notamment auprès de jeunes qui entretiennent un rapport problématique aux apprentissages en milieu scolaire. Et en France, il y a beaucoup d'établissements, dits micro-lycées, des établissements de raccrochage scolaire qui pratiquent, qui s'inspirent de ces pédagogies alternatives. Ce qu'elles ont aussi comme trait commun, et là je reprendrai une citation de Marianne Hugon, elle dit que ces pédagogies ont une approche globale des savoirs en remettant en cause des découpages disciplinaires, des hiérarchies implicites et explicites entre savoirs, et aussi elles ont comme caractéristique de valoriser les activités artistiques et techniques. Donc voilà pour l'introduction. Alors j'en viendrai maintenant à essayer de vous proposer une typologie des recherches de pédagogie, là aussi à travers, je dirais, la littérature. Alors là, je m'inspire d'un texte récent de mon collègue et ami Sylvain Connac, qui a proposé ce schéma pour classer. Alors, j'ai caché quelques éléments qui me semblent, de mon point de vue, pas pertinents. Enfin, il va dans des distinctions que je ne partage pas. Par contre, les 4 éléments qu'il donne là, recherche sur, avec, pour et par, me semblent pertinents. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment le fait qu'il situe ses recherches sur ce diagramme, avec l'idée que de situer le degré d'intervention du chercheur d'un côté, donc dans les recherches sur, on va être sur un degré d'intervention du chercheur maximal, et dans les recherches par, qui sont des recherches, je vais l'expliquer, faites par les praticiens eux-mêmes, sans travailler avec les chercheurs. Là, on va être dans des interventions de l'enseignant, du praticien maximal, avec un chercheur qui est très absent. Ça permet effectivement de situer. Donc, j'en viens justement à préciser, effectivement, à travers un certain nombre de travaux scientifiques qui prennent la pédagogie comme objet de recherche, donc à préciser ces quatre types de recherche de pédagogie que j'ai identifiés, mais aussi en m'appuyant bien sûr sur d'autres. Donc tout d'abord les recherches sur. Alors si on veut définir les recherches sur, on peut dire que ce sont des recherches académiques au sens où la rupture avec la pratique constitue une nécessité épistémologique. C'est Alain Marchis qui dit ça. Ces recherches prétendent, sinon à l'universalité, tout du moins à la généralisation. Elles vont se traduire par l'accueil de chercheurs par des enseignants. Et là, la recherche va s'intéresser à l'activité des enseignants pour développer un processus d'administration et de conclusion de recherche en vue de publication. Les enseignants ne sont pas à l'initiative de ces pratiques, de ces immersions de chercheurs en contexte professionnel. Ce sont les chercheurs qui vont chercher des données empiriques pour tester des hypothèses et prouver des protocoles qu'ils ont conçus en laboratoire. Donc là, dans cette perspective-là, les enseignants sont considérés comme des objets d'investigation et c'est sur leur pratique que les chercheurs posent un regard distant et évaluatif. C'est Sylvain Connac qui dit ça. Donc les recherches par, je l'ai dit, je vais aller très vite, ce sont des recherches, nous dit Jean-François Marcel, qui ont une visée émancipatrice et elles sont conduites par les pédagogues eux-mêmes sans l'appui des enseignants-chercheurs. Et certains pédagogues, c'était le cas dans les années 80 en France, avec Jean Le Gall, du mouvement Freinet, revendiquaient le statut de praticien-chercheur. Dans le mouvement Freinet aussi, il y a eu, c'est Henri Perroni, notre collègue de l'Université de Caen, qui a mis en évidence aussi ce qu'il appelait le collectif chercheur, l'idée que l'intellectuel collectif, plus exactement, pour dire effectivement que les praticiens de la pédagogie Freinet, un certain nombre d'entre eux revendiquent de faire de la recherche sans le concours des chercheurs. Donc, le praticien-chercheur va développer des activités qui vont être caractérisées par un tâtonnement pédagogique, à partir d'hypothèses qui vont être confirmées ou infirmées par les faits, et qui vont générer une modification de son action. Les recherches pour, maintenant. Alors, ce sont des recherches contextualisées, socialement utiles, qui ont une visée transformatrice et praxéologique. Elles sont au service de la résolution d'un problème. Donc, selon les auteurs qui revendiquent, qui étudient cette façon de faire de la recherche, ils nous disent qu'elles conduisent ou non à des actions de formation individuelle des praticiens. Ça va dépendre un peu des courants, des tendances. Par exemple, la recherche dite collaborative de Desgagnés ici dit qu'elle revendique une action de formation, une intention de formation explicite auprès des praticiens.
ça fait partie de la recherche. Donc ces recherches vont aussi se traduire par des accompagnements qui peuvent prendre diverses formes. Là aussi, il y a toute une gamme, je dirais, de façons d'accompagner possibles. Et les praticiens peuvent être maintenus soit dans une posture d'aide, soit au contraire considérés comme des sujets qui vont s'engager dans une dynamique que j'appellerais, moi, d'autorisation de scope. Et enfin, les recherches avec, qui sont celles qui correspondent le plus à ce que j'essaie de faire, je vous en parlerai tout à l'heure, sont des recherches qui ont une visée participative. Et là, les chercheurs et les praticiens vont s'associer pour conduire ensemble une démarche de recherche, réfléchir et s'accorder sur les objets de recherche qu'ils vont étudier, donc les objectifs, la question, les modalités de collecte de données, et une partie des analyses va être effectivement coproduite, discutée conjointement, décidée, réalisée, évaluée conjointement. Donc voilà. Et donc j'en viens maintenant à, je dirais, ce qui était le cœur de mon propos, de vous parler un petit peu de ce que j'appelle recherche-action de pédagogie, après donc avoir un peu plus précisé ce que j'entends par pédagogie et fait ce panorama des types de recherche qui ont pour objet la pédagogie. Donc pour étudier les pédagogies différentes, coopératives et institutionnelles, qui sont actuellement pratiquées, je soutiens donc ce que j'appelle une posture de recherche avec, qui s'inspire du cadre théorique et de la méthodologie d'analyse développée par mon collègue Gilles Monceau, de la socioclinique institutionnelle, merci, et puis aussi des travaux d'Argono sur la multiréférentialité. Donc cette posture de chercheur, je la définis de la façon suivante. Tout d'abord, je me situe dans une posture qui n'est pas confondue avec celle des praticiens. Je me propose de mettre en place un travail où l'analyse des implications, et notamment aussi mes implications, vont participer du processus de la recherche. Je choisis également d'étudier des questions et des objets à partir des préoccupations des praticiens, qui sont croisées bien sûr avec celles des chercheurs, mais où une des questions, je dirais, génériques qui m'anime, c'est de réfléchir à l'écart entre l'activité préparée, déclarée, espérée, y compris celle qui est présente dans l'imaginaire du chercheur, celle bien sûr qui est présente dans l'imaginaire des enseignants, mais bien sûr aussi dans celle du chercheur, et aussi donc cet écart avec l'activité factuelle, qui est constatée, et cet écart est pour moi un objet de recherche en soi. Donc avec les praticiens, nous nous attachons à décrire et à comprendre précisément ce qui se passe dans la relation d'enseignement. Hier, certains d'entre vous ont beaucoup insisté sur l'importance de décrire déjà les pratiques, je dirais, de capitaliser ce qui se fait, et donc de formaliser et d'écrire les pratiques. Donc c'est aussi quelque chose qui m'anime. Et donc, il s'agit de rendre intelligible et d'apprécier les effets de ces pratiques à partir d'indicateurs qui vont être élaborés conjointement pour pouvoir ensuite questionner et éventuellement, bien sûr, améliorer ces pratiques. Alors, par recherche-action de pédagogie, j'entends une posture qui, d'abord, se réfère à des choix épistémologiques. Un refus d'une coupure entre théorie et pratique, pensée et action, sujet et objet, qui a pour conséquence de considérer l'ensemble des acteurs comme co-détenteurs et coproducteurs de savoir. Donc ces énoncés, évidemment, vont avoir des conséquences d'un point de vue méthodologique. Je pars des demandes et des problématiques professionnelles qui sont identifiées par les praticiens ou avec eux. Et puis, donc à partir de ces problématiques, nous les analysons, nous les élaborons ensemble pour en faire des problématiques de recherche. On transforme des questions de pratique en problématiques de recherche. En suivant, bien sûr, une démarche de recherche, questions, hypothèses, recueil d'analyse de données, résultats. Donc je propose ensuite aux praticiens un dispositif de travail commun, une méthodologie qui va préciser la temporalité, les modalités, les conditions de la collaboration. Et un des temps caractéristiques de cette démarche est la restitution, moment où les réactions des praticiens aux résultats auxquels le chercheur a abouti vont engager, quand ces résultats sont présentés aux praticiens, engagent à des échanges, à des débats, et donc qui peuvent donner lieu à une coproduction de connaissances et aussi, bien sûr, alimenter des changements dans les pratiques. Donner à penser, donner à réfléchir pour alimenter d'éventuels changements dans les pratiques, mais ce n'est pas moi directement qui prescrive, qui suggère des changements. Enfin, je suggère peut-être, mais prescrive certainement pas des changements.
Donc, on ne peut d'ailleurs, nous disent beaucoup de chercheurs auxquels je me réfère, qui ont travaillé sur ces méthodes de recherche, on ne peut véritablement parler de recherche-action que si ces moments de coproduction de connaissances existent. Hein, c'est un petit peu, je dirais, le point nodal de la démarche. Donc ce cadre de recherche, me semble-t-il, est indispensable pour permettre les élaborations, faire progresser le processus de recherche, prendre en compte aussi d'éventuelles tensions, parce qu'elles existent forcément, entre praticiens et chercheurs, et analyser également les dimensions institutionnelles qui sont présentes à tout moment du processus de recherche. Les places de chercheurs et de praticiens n'étant pas confondues, les objectifs que nous poursuivons, que je poursuis en termes de connaissances, vont différer. Pour les praticiens, la nécessité effectivement de disposer de connaissances utiles pour l'action, et pour les chercheurs, produire des connaissances sur les pratiques et leurs effets, et sur le processus de recherche également. Un autre enjeu pour le chercheur, c'est également la capacité du dispositif à permettre aux praticiens de s'approprier les résultats de recherche qu'on leur livre ou qu'on coproduit ensemble, et pour le chercheur aussi de produire des connaissances décontextualisées, c'est-à-dire décontextualisables et décontextualisées dans une certaine mesure, c'est-à-dire que bien que les connaissances produites soient effectivement des connaissances en contexte, certaines d'entre elles peuvent avoir une portée générale si on arrive à les rapprocher d'autres types de recherches qu'on a menées dans d'autres univers, dans d'autres établissements, par exemple scolaires, pour ce qui concerne proches. Donc il y a l'idée de mettre en rapport des résultats de recherche entre eux, et je dirais que l'accumulation fait aussi quelque part science, on peut dire. Donc, je poursuis. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'intention explicite de formation du côté des chercheurs, mais pour autant, les praticiens vont se former à la recherche en s'appropriant des démarches réflexives sur leur pratique. Voilà, alors cette coproduction de connaissances, je vais terminer par un petit exemple. Je l'amène donc dans une école élémentaire à Paris, l'école d'Oran, école avec des milieux populaires et assez défavorisés, où donc avec 4 chercheurs, nous sommes engagés dans un projet, et sur les trois axes que nous avons identifiés, l'un des axes de recherche qui porte sur la gestion des conflits dans les classes, sur cet axe-là sur lequel je travaille plus particulièrement avec 4 enseignantes, nous avons donc mis en place cette façon de faire de la recherche. Ça s'est déroulé de la façon suivante. Nous réécoutons des enregistrements audio de séances que nous avions réalisées l'année précédente, des séances où nous avions étudié diverses situations conflictuelles, d'abord apportées par moi, puis ensuite apportées par elle. Et puis donc ensuite, pendant cette réécoute, qui est elle-même enregistrée, qui le souhaite, parmi le groupe de 5 que nous sommes, peut interrompre l'enregistrement pour livrer au groupe des réactions, des analyses, sa compréhension de ce qui s'est dit. Et nous coproduisons ainsi donc des connaissances sur l'analyse collective des situations que nous avons étudiées, dans la perspective d'une restitution à l'équipe enseignante et aussi aux chercheurs qui sont présents avec moi dans la recherche. Donc ces enseignantes de l'école en question participent aussi à l'écriture de textes scientifiques qui vont figurer dans un ouvrage que nous préparons. Alors je vais pour terminer donner 3 exemples de connaissances scientifiques que nous avons coproduites. Ça se termine tout juste, donc j'ai pris 3 exemples. Une des enseignantes évoquait ce qu'elle a appelé, entre guillemets, dans sa classe, des élèves malveillants. C'est-à-dire des élèves qui posaient effectivement un certain nombre de difficultés comportementales, mais sans que ce mot malveillant soit avec une connotation, je dirais, morale. Nous avons émis l'hypothèse d'un processus de déshumanisation de ces enfants, alors que, en allant contre un peu une hypothèse plus ancienne qu'un formateur et chercheur qui s'appelle Francis Imbert avait mis en évidence quand il parlait d'enfants boliques, des enfants qui étaient sans lien avec les autres. Et là, en mettant en évidence un autre type de processus de déshumanisation, c'est pas la question du lien qui était posée, parce que ces enfants avaient des liens avec des membres de leur famille, mais c'était plutôt l'idée, effectivement, que les valeurs qui étaient véhiculées dans la famille n'étaient pas celles qui étaient véhiculées par l'école, et on était plutôt sur des valeurs, effectivement, de non-coopération, de non-socialisation qui posaient. Donc voilà un premier élément. Deuxième exemple, nous avons décrit des pratiques pédagogiques pour briser la loi du silence et permettre aux élèves d'exprimer leurs conflits en classe et à l'école. Ça a amené les enseignantes à reprendre
les termes d'un débat que nous avons avec mon collègue Sylvain Connac sur le bien fondé des critiques en conseil d'élèves, qui est un questionnement éthique. Et donc, autre élément aussi, issu de ces travaux sur les pratiques, elles ont conclu à l'absence de bonnes pratiques qui rejoignent là encore des conclusions de recherche, ce qui ne signifie pas qu'il n'existe pas des pratiques meilleures que d'autres. Mais en tout cas, cette idée de bonne pratique a été, je dirais, battue en brèche. Troisième et dernier exemple, mon temps est quasiment terminé, je le sais. Nous avons aussi identifié, et ça rejoint des propos qui ont été tenus hier, des savoirs relatifs aux caractéristiques et aux effets d'une équipe enseignante apprenante. C'était la grande hypothèse dans cette école que la façon dont l'équipe enseignante travaillait était effectivement apprenante, non seulement pour les élèves, mais plus encore sans doute pour les enseignantes elles-mêmes, les enseignants eux-mêmes. Et on a pu identifier un certain nombre de savoirs et de caractéristiques de ce que pourrait être une équipe enseignante apprenante. Donc voilà, petite conclusion rapide. Il me semble qu'il est important effectivement, et pour résumer, c'est ce que je cherche à faire dans mes recherches, de mettre en évidence à quelles conditions ces pédagogies alternatives produisent des résultats en termes d'apprentissage, d'acquisition de savoir, et sans se référer systématiquement à des normes externes. Et donc il va s'agir plutôt, en accompagnant les enseignants ou des équipes qui ont choisi de pratiquer ces pédagogies, de mettre en rapport un contexte favorable ou défavorable, des conditions de réussite ou d'échec, et des conséquences en termes de fonctionnement qui sont rapportées à des résultats, qui donnent des résultats, des observations, mais toujours rapportées bien sûr à des objectifs qui sont aussi ceux que les personnes se donnent. Et donc pour conclure, et c'est je crois l'objet de ce que notre symposium illustre et dont il témoigne, il existe en France, on l'observe, mais je l'observe ici aussi, une demande renouvelée de pédagogues de travailler, de collaborer avec des chercheurs dans cette perspective de réflexivité sur les pratiques et de production de connaissances scientifiques. Je vous remercie.